Bien, mais bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans cette 4e table ronde, donc organisation agile et innovante. Où en sommes-nous? Jusqu'à présent, nous avons parlé de nouvelles équations environnementales, de nouveaux choix technologiques, de nouvelles énergies. Mais en fait, comment on y va? Et cette table ronde, son objectif, c'est des aspects beaucoup plus immatériels qui s'appellent talent, compétences, finances, gouvernance et management. Et donc, autour de cette table ronde, nous allons écouter Pierre Guillamant, qui est député directeur avec Acceleration to Future à Ariane Group, Pierre-André Baudard de Space Hub, directeur de Way for Space, Mathieu Coste, qui est directeur associé chez Airbus Venture, Johan Derrien, qui est chef du bureau transformation au commandement de l'espace, à l'armée de l'air et de l'espace. Et puis, enfin, François Doré, qui est directeur général adjoint stratégie innovation chez Sabena Technics. Donc merci à vous 5 et donc je demande à Pierre Guy s'il peut donc commencer tout de suite sur les prérequis en termes de gouvernance et de management des compétences. Quelle est votre expérience sur ces questions de conduite des innovations, des organisations agiles sous cet angle-là? Merci Francis, bonjour à toutes et à tous. Alors, tu parlais d'agilité, où en sommes-nous? Donc l'agilité, c'est synonyme d'efficacité, dont tout le monde en parle. Donc si on parle déjà donc du quoi, donc dans l'agilité, c'est lorsqu'on conduit des activités de développement, par exemple, c'est premièrement, c'est extrêmement important, c'est peut-être, je dirais, un lieu commun, mais donc ça se produit assez rarement, c'est l'alignement de l'ensemble des acteurs dans la chaîne de valeur. Et c'est essentiel. L'alignement sur la vision, d'une part, c'est extrêmement important, donc du client jusqu'au coopérant, à moyen et à long terme, et ensuite le décliner par objectif. Et ça, c'est extrêmement important. Lorsqu'un programme dans nos domaines spatiaux, de défense ou même aéronautique marche, c'est qu'il y a un alignement. Ça, c'est essentiel. Une fois ces conditions, je dirais, de base réunies, il faut donc ensuite décliner ça dans une organisation, je dirais, qui soit compacte, qui limite les interfaces. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est l'agilité. C'est donc limiter les interfaces. Dans l'approche qu'on a d'un développement, parce que là, on parle d'agile, et là, donc, je parle d'agilité ou d'efficacité d'organisation pour conduire nos développements. Une culture du management du risque, extrêmement important. Ça, c'est pareil, ça fait partie de l'alignement dont je parlais donc initialement. Et ça, c'est clé. Le casting de l'équipe également. Le casting des équipes est essentiel. Développer la notion notamment de compétences, de multicompétences, non pas avoir des experts donc uniquement dans une verticale bien donnée, mais avoir des experts qui soient adresser plusieurs verticales de compétences. Ceci étant dit, donc ensuite, pour les véhicules, si on parle de véhicules à développer, donc il faut que nos architectures de véhicules soient flexibles, c'est-à-dire sur la durée, si on parle d'une décennie par exemple, et qui soient capables d'incréments, c'est important, et non pas d'avoir des véhicules dont les architectures qui soient comment dire, extrêmement spécifiques. Et dans nos domaines, on parle de route, en anglais, de route to architecture. Ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'elle soit pérenne dans le temps. Donc, et ça conduit donc à cette agilité, donc notamment. Et enfin, donc dernier point, ces architectures-là qui soient compatibles, donc dans l'ouverture, à courant des incréments avec la tech, ce qu'on appelle la tech, et savoir détecter l'émergence de technologies, je dirais, sur la décennie, mais également donc à 20 ans. Pour pouvoir, pour que les futurs usages donc pour lesquels les plateformes répondent, eh bien, puissent intégrer cette tech qui est importante. Et je pense que Mathieu, tout à l'heure, en parlera. Et quand on parle de tech, on parle vraiment de deep tech, qui est extrêmement important.
Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, ces dimensions-là, donc, d'angélité, puisque nos développements, enfin, si on parle du spatial, donc, on doit conduire nos développements, les cycles, on doit les réduire par 2, nos coûts également, de 30%, et ça, c'est essentiel. Donc, c'est l'agilité, donc, j'essaie de brosser, donc, l'ensemble des conditions qui puissent réunir, donc, ces agilités-là. Voilà. Alors justement, Mathieu Coste, pour bien détecter, pour bien financer l'innovation, il faut bien détecter le bon leader, le bon projet, la bonne entité, start-up ou grande entreprise, PME, TI, comment on fait? Alors, je vais vous dire qu'en tant que venture capitaliste, donc investisseur capital risque, la notion d'agilité fait partie des choses indispensables que l'on fait tous les jours. C'est vrai pour les venture capitalistes qui doivent repérer un talent, repérer une start-up, préparer une due diligence, proposer un dossier d'investissement. Tout ça passe sur des timelines, j'allais dire de gros groupes à coup d'exercices budgétaires annuels, mais sur des jours ou des semaines. Donc c'est vrai pour le financier que je suis que de devoir être agile tout le temps. Côté start-up, pareil. Quand on va chercher une start-up pour aller disrupter, comme on dit, un état des faits établis porté par les acteurs historiques, on va aller chercher tout d'abord un leader, quelqu'un qui incarne la vision qu'il prône, et l'agilité intellectuelle du leader, de son organisation et de ses décisions, est par nature la base de ce qu'il doit le faire tous les jours. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez une jeune start-up qui travaille dans le hardware, software, sur la détection d'explosifs ou de ce qu'on veut. Le Covid arrive. En quelques semaines, cette start-up-là doit être capable de recentrer son core business vers la détection de pathogènes transmissibles type Covid, parce qu'il y a une opportunité de marché et parce que c'est ce qui finalement va faire la réussite très court terme de la start-up qui pourra financer cette étape suivante. Donc ça, on est dans une réaction, une agilité quotidienne de la start-up, de son organisation. Je peux vous donner un autre exemple sur un temps plus long. Hervé Gilibert disait ce matin, un peu avant 2030, 2028, on va avoir un épuisant de certains minéraux, des terres rares notamment pour faire des mémoires flash ou des data centers. Comment est-ce que je vais stocker ma data demain? 2028, c'est demain. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'alternative existante sur étagère qui permettrait de stocker autant de data que le monde génère. Est-ce que stocker de la data sur des particules d'ADN permettrait de... On se dit certainement, et qu'est-ce qu'il faut faire? Dès aujourd'hui, il faut aller déposer un brevet, il faut aller faire de la recherche entre de la biologie et du hardware, pas pour proposer une solution demain matin, le 1er janvier 2022, mais avant 2028. Et en face de ces acteurs-là, on va retrouver des gros groupes qui auront sûrement les mêmes ambitions, mais qui vont devoir agir ou évoluer dans un environnement différent qui est, pour recruter un scientifique, il faut 3 mois, 6 mois, 12 mois. Pour refaire son budget, il faut attendre l'exercice OP suivant. Pour avoir des nouvelles plaquettes marketing de je sais pas quoi, ça prend du temps. Donc, l'avantage des startups, c'est qu'elles peuvent se permettre d'être très agiles, et je pense que c'est indispensable dans le monde dans lequel on vit, parce que si on suit des trends, linéaires, on n'arrivera jamais à apporter des batteries qui ont une densité d'énergie suffisante pour propulser un avion, une fuel cell qualifiée en 2035 pour Zero E, le concurrent qui arrivera de General Aviation, etc., etc. Donc, l'agilité et la start-up sont pour moi une notion un peu de pléonasme, parce qu'une start-up non agile n'arrivera à rien et ne pourra pas percer face à la concurrence ou face aux gros groupes. Donc le monde est en gris, il y a des perceptions différentes sur l'agilité des corporates et des start-up, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est important de dire que toute cette agilité est par nature la façon d'être de ces entreprises-là. Alors justement, François Doré, vous avez une expérience très très intéressante à nous raconter sur Sabena Technics. Justement, vous êtes dans une corporate, donc à l'opposé de ce qui vient d'être dit. Quelle est votre expérience, notamment pour utiliser le digital, pour faire évoluer et donner des moyens nouveaux aux mécaniciens pour assurer la raison sociale de votre entreprise? Oui, Francis, tout à l'heure, vous disiez que l'agilité, c'était une notion un peu abstraite. Là, je vais essayer de vous l'illustrer de manière extrêmement concrète. En guise d'introduction, je repositionne un peu notre activité. On fait de la maintenance d'aéronefs, trois grands axes.
D'abord la maintenance airframe, c'est-à-dire que l'avion se pose dans nos hangars et c'est sur l'avion directement que nos mécaniciens travaillent. On fait de la réparation d'équipements. Donc là, on parle de sous-ensembles qui sont envoyés par nos clients. Et puis, on fait aussi de la modification d'aéronefs. Ces 3 activités sont des activités extrêmement consommatrices d'heures. Sur un site comme Bordeaux, hein, à titre d'illustration, on produit annuellement environ 800 000 heures de travail en hangar. Sur nos différents sites dans le groupe, on parle de 2 millions d'heures de travail. Notre marché, la maintenance aéronautique, il est mondial. C'est-à-dire que nos concurrents, c'est notamment des pays assez éloignés, vers lesquels des opérateurs n'hésitent pas à envoyer leurs aéronefs, et où le coût de la main-d'œuvre est nettement moins élevé qu'en France. Ça nous amène inévitablement à réfléchir à comment est-ce que nous, on peut apporter un plus à nos clients. Et on apporte un plus à nos clients à travers l'innovation et l'agilité. C'est notre seule manière aujourd'hui de pouvoir répondre à notre objectif qui est de continuer à nous développer, mais surtout préserver des emplois en France et préserver des savoir-faire. En 2018, fort de ce constat, Sabena Technics décide de lancer sa transformation digitale. On ne parle pas de POC, hein, on va le faire vraiment. 2018, 3 axes de réflexion. Le premier, c'est comment j'apporte de la valeur à mes clients. Comment je peux augmenter ma palette de services. Le deuxième axe, comment j'améliore ma performance opérationnelle. Et face à des concurrents asiatiques, clairement, c'est un axe de développement qui est majeur. Et puis, parce que c'est un enjeu aussi de notre secteur, comment est-ce que j'apporte une vision moderne du métier, notamment de la maintenance, pour attirer les nouveaux talents, notamment les jeunes. Donc, le constat étant posé, on se lance dans cette transformation, et cette transformation va comporter plusieurs initiatives. Des initiatives qui vont aller du e-commerce pour la réparation d'équipements, à une expérience digitale de recrutement, en passant par la géolocalisation d'outillage ou l'IoT avec des startups, la réalité virtuelle, la réalité augmentée dans notre cursus de développement, et puis notre axe majeur, qui est la digitalisation des activités hangar. Donc là, on parle vraiment des activités de mécaniciens, sur lesquelles on va profondément transformer la manière dont on travaille pour pouvoir être plus agile en intégrant de l'innovation. Alors concrètement, historiquement, un Airbus A330, quand il arrivait, on imprimait environ 10 000 pages A4 d'instructions de maintenance. Et comment on passe de ce mode de fonctionnement à un fonctionnement nouveau, en introduisant des nouvelles technologies. Donc on va parler de zéro papier, on va donner à tous nos mécaniciens un accès à l'information dont ils ont besoin pour être autonomes dans la réalisation de leurs activités. Donc ils ont chacun une tablette, ils vont avoir l'ensemble de leurs opérations de maintenance à réaliser sur ces tablettes, ils vont pouvoir détecter les défauts et les traiter. Et aujourd'hui, on apporte aux mécaniciens l'ensemble des informations dont il a besoin pour travailler. C'est un projet qu'on a fait en interne. On veut atteindre l'agilité opérationnelle, mais on l'a fait aussi par une démarche agile. En 12 mois, on est passé de la feuille blanche à la première check-C A330 totalement digitalisée. C'était il y a 2 ans. Depuis, on a fait 140 mises en production de nouvelles versions de notre outil. C'est de l'agile. C'est un investissement, somme toute, raisonnable. On parle de 2,5 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a 400 tablettes qui sont déployées. J'ai 50 bornes Wi-Fi dans mes hangars. On a réalisé aujourd'hui 60 opérations de maintenance lourdes, totalement digitalisées, et 50 000 cartes de travail. En conclusion de cette opération, l'agilité et l'innovation, c'est vrai, enfin, ça se fait, ça peut se faire. Il faut en avoir la volonté, il faut se lancer. Je pense que c'est ça qui est important. Merci beaucoup. Alors, Pierre-André Baudard, une autre page blanche, cette fois-ci inscrite dans un territoire où il fallait à la fois de l'audace et de l'agilité. Comment vous avez réussi à créer ex nihilo dans ce territoire le Space Hub Neo Aquitaine?
Merci Francis, oui. Donc c'est passé du Space Hub à Way for Space depuis jeudi dernier. On a inauguré nos locaux sur Saint-Médard. C'était une soirée sympathique. Alors comment ça s'est créé? En fait, c'est venu d'une rencontre, conjonction d'intérêts, d'une idée donc entre des responsables territoriaux, donc de Nouvelle-Aquitaine, la région, la métropole, la mairie de Saint-Médard, et puis les industriels. Donc en l'occurrence, ça a démarré avec un groupe d'Assaut Aviation et le CEA, un épique, mais que je le case dans les industriels. Se posant la question, il y a une activité du spatial qui est en fort développement. C'est une activité qui sur le territoire est importante, même si elle n'est pas forcément très connue. Elle a une composante militaire assez importante, donc on connaît plus la partie aéronautique que la partie spatiale pour la région de Nouvelle-Aquitaine, mais malgré tout, il y a à peu près 3000 emplois rien de groupe, et au total, je pense, une dizaine de milliers sur la région. Donc il y avait un potentiel technique, scientifique, avec les académies, donc les laboratoires, par exemple, Université de Bordeaux, Université de Limoges, des savoir-faire, donc des savoir-faire industriels et des compétences. Donc l'idée, c'était, peut-on faire plus pour développer l'activité? Donc d'abord au sein du territoire, pas seulement parce que dans nos domaines, on ne peut pas faire quelque chose dans un seul territoire, donc c'est forcément en coopération avec d'autres régions françaises, voire internationales, mais la possibilité de capter des développements, alors aussi bien au profit des industriels, bien sûr, fondateurs, mais que des institutions et du territoire au sens création d'emplois. Pierre-Guy va m'aider, ou Mathieu, sur les prévisions de croissance de l'activité spatiale sur les 10 prochaines années, comme ça se chiffre en beaucoup de milliards de dollars, je suis toujours perdu. Si quelqu'un peut m'aider là. Je pense que Mathieu pourra effectivement préciser, mais effectivement, donc, ne serait-ce que, je pense que tu pourras me contredire, mais c'est un tsunami d'investissement du spatial que j'ai jamais vu qui arrive devant nous, là. Et donc, je te laisse compléter, Mathieu. Si je vous donne 2 chiffres, 2021, le monde du venture capital, donc capitaux privés investis dans des startups plus ou moins grosses du space, year to date, c'est 25 milliards. Q3, juste le Q3 qu'on vient de clôturer, c'est 8 milliards de dollars investis dans ces startups autour du space, au niveau mondial. Voilà, merci pour ces chiffres. Ce qui montre simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau mondial, une explosion de l'activité spatiale. Alors par les utilisations, bien sûr, c'est pas l'activité de lancement qui, à elle toute seule, se développe juste pour lancer des autos dans l'espace, mais plutôt pour les utilisations. Tout ce qui est, il y a eu un tas d'utilisations environnementales qui ont été indiquées, il y a tout ce qui est télécommunications, bref, un gros volume d'activité, du chiffre d'affaires, de gros investissements. Et quand on observe comment nous fonctionnons depuis longtemps, et en particulier sur les dernières années, nous fonctionnons donc principalement sur du financement des États, alors États européens, et donc nous sommes également bridés dans nos investissements puisqu'ils sont dédiés à un certain nombre d'activités. Et nous sommes en train de rater le train de ces investissements massifs qui existent sur notre métier. Donc l'idée c'était ça, c'est que peut-on faire en plus pour essayer de prendre ce train-là, donc mettre en commun la technologie, les investissements et les utilisations. Bon, donc après ça a pris du temps, après il faut faire, mais... Merci beaucoup. Alors maintenant, mon colonel, nous passons à une autre dimension, la dimension militaire. C'est comment rajouter l'espace au ministère de l'Air, au ministère des Armées de l'Air. Et donc, quel chemin parcouru depuis la création du commandement de l'espace? Oui, merci Francis. Ici, il est point de question évidemment de start-up ou d'entreprises privées. Pour autant, le commandement de l'espace est un outil, à mon avis, innovant et singulier dans le paysage ministériel. L'armée de l'air s'appelle maintenant l'armée de l'air et de l'espace. Nous avons maintenant un chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. C'est maintenant inscrit. Et dans ce contexte-là, dans un contexte de compétition et de confrontation internationale, avec la démocratisation d'accès à l'espace et les nouvelles menaces dont tout le monde parle, ce constat en fait nous a permis de poser la stratégie spatiale de défense qui a été publiée en 2019 et l'arrêté venant créer le commandement de l'espace, cet outil un petit peu singulier que j'évoquais, avec 2 axes forts. D'une part, renforcer notre autonomie stratégique
et surtout assurer notre libre accès à l'espace et d'action dans l'espace. C'est un point, à mon avis, fondamental. Du coup, le commandement de l'espace est venu en 2019 comme un commandement un petit peu singulier, avec un statut un petit peu à part. Il est à la fois interarmée et un grand commandement de l'armée de l'air et de l'espace. Et ce double statut est venu est renforcé par 4 principes fondateurs que sont l'efficacité, la visibilité, la cohérence et surtout la simplicité. Efficacité opérationnelle, bien sûr, j'entends. Nous avons aussi un stationnement qui est singulier, qui est tout à fait original, puisque nous sommes colocalisés avec le Centre national d'études spatiales à Toulouse, et c'était une volonté forte dès le départ d'œuvrer en synergie avec le CNES, qu'on appelle parfois la NASA française, parce que il nous fallait générer de l'expertise spatiale, et qui mieux que le CNES pour nous appuyer dans cette mission. Donc, bien évidemment, toutes les unités spatiales qui sont aujourd'hui disséminées un petit peu partout dans la France rejoindront à terme Toulouse, notre futur bâtiment définitif, qui sera à la fois un outil opérationnel, mais aussi notre lieu de stationnement avec notre état-major et toutes les capacités que nous aurons d'ici là. Ça sera une véritable vitrine en fait du spatial militaire français. Autre élément important, le centre d'excellence espace de l'OTAN nous rejoindra, toujours à l'horizon donc 2025. C'est une grande chance pour la France d'avoir obtenu cette sélection. Ça permettra justement de nous inscrire pleinement en fait dans la démarche de l'OTAN vis-à-vis du spatial militaire. Et je pense que ça sera aussi une grande chance pour l'écosystème spatial toulousain. Notre idée de départ était justement de venir s'inscrire auprès de l'expertise, c'est-à-dire le CNES que je mentionnais, mais aussi les industriels et les collectivités locales qui font énormément d'efforts au quotidien pour le développement du spatial à Toulouse. Et avoir le centre d'excellence espace, ce sera aussi, à mon avis, un atout supplémentaire pour tout le monde. Donc, à mon sens, le commandement de l'espace est pleinement agile et innovant. Évidemment, on s'inscrit dans la logique ministérielle des budgets. On n'a peut-être pas la liberté d'une start-up ou d'un fonds d'investissement. Il s'agit bien évidemment d'utiliser au mieux l'argent public. Mais je crois qu'en étant à la fois interarmée et armée de l'air, avec des responsabilités, des ressources qui lui sont propres, sous la double tutelle en fait et sous la double autorité du chef d'état-major des armées et du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, eh bien, on est un petit peu original. C'est un équilibre qui, à mon avis, est bon et doit être maintenu. Et comme le soulignait le général d'armée Lecointre, notre ancien chef d'état-major des armées, c'est à son sens en fait l'incarnation la plus parfaite de ce que l'on souhaite en matière de subsidiarité. Merci beaucoup. Donc, après avoir écouté ces riches expériences d'innovation, d'agilité dans plusieurs domaines, moi, je voudrais vous inviter à évoquer cette question qui est quand même très très importante, c'est comment fédérer tous les acteurs transverses. Donc là, vous avez donc des expériences différentes, mais en même temps, il y a des points communs. Donc, d'abord, quel est le diagnostic que vous faites sur l'efficacité des coopérations entre les acteurs différents avec lesquels vous avez eu affaire, qu'ils soient publics, privés, et comment vous avez partagé ce sentiment? Donc peut-être d'abord vous-même. Alors l'expérience. Effectivement, donc dans la structure que nous avons créée et que nous sommes encore en train de créer parce que ça évolue au jour le jour, en fait, il faut gérer des besoins, des intérêts, des temporalités aussi. Mathieu en parlera, je pense. Enfin, il l'a évoqué sur l'agilité, très différents suivant les acteurs. Donc, on va en retenir quelques-uns. On a les collectivités, donc la région, la métropole, la mairie. Donc, eux, ils sont dans une temporalité qui est plutôt annuelle, hein, avec les votes de budget, tout ça. Bon, voilà. Et puis, il faut reconfirmer régulièrement les orientations prises. Les corporates, les gros industriels, je veux dire, je vais peut-être pas commenter.
je vais peut-être pas commenter sur les corporates. Bon, on est aussi sur des temporalités un peu lointaines, un besoin de retour sur investissement rapide, ce qui n'est pas toujours compatible de l'innovation qui nécessite du temps. Voilà. Et les laboratoires, donc avec des besoins aussi qui sont les leurs, qui sont de développer des compétences, de développer des savoirs sur le long terme. Tout simplement, donc, comment on peut avancer sur ces sujets-là? C'est en partageant une vision commune. Donc, ça a été le gros travail de cette année, donc, où on a réuni des acteurs de tout cet environnement. Alors, à travers, il y a déjà des dispositifs qui existent. Hein, donc, on travaille beaucoup avec Aerospace Valley, par exemple, qui fait une excellente coordination de l'ensemble des acteurs industriels, je dirais. Voilà. Bon, par contre, ce qu'on a cherché la particularité qu'on a identifiée, c'est d'abord alimenter notre chaîne d'innovation par des éléments plus issus de la réflexion collective, donc les politiques spatiales, les études que réalisent les think tanks, comme l'IFRI, la FRS, donc pour descendre ça en termes de conséquences sur qu'est-ce que ça pourrait faire sur les business futurs pour notre activité en général, et plus particulièrement sur les territoires. Et sur les territoires, on croise ça avec les savoir-faire, les compétences locales. Et la deuxième composante qui donne une certaine originalité à la démarche, c'est d'essayer de monter des projets. C'est-à-dire, on n'incube pas une start-up, quelqu'un qui a une idée, il y a des structures pour ça. Ce qu'on cherche, ce sont des projets qui permettent de concrétiser, de faire des démonstrations, parce que pour développer un business, c'est plutôt 10 ans dans le spatial, mais qui permettent de faire des démonstrations à court terme, avec l'ensemble des acteurs, et chacun avec ses motivations propres et ses temporalités propres. Mais voilà, ça passe par l'échange régulier. Merci beaucoup. Alors, Pierre-Guy, vous avez une expérience comparative, hein, notamment américaine, française, européenne. Quelles sont les aptitudes des uns et des autres du côté de la coopération, du sens de la collaboration, de l'esprit d'équipe? Je vais revenir tout à l'heure à ce que j'ai introduit là, donc sur la notion d'alignement de l'ensemble des parties. Ça, c'est donc un alignement pour partager une vision. Alors aujourd'hui, donc, on va dire en France et en Europe, l'alignement est pour le mieux moyen. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, et cette prise de conscience, si on parle du transport spatial, donc au sens large du terme, ou même du domaine spatial. Le domaine spatial, aujourd'hui, sur cet alignement, il faut prendre conscience que on est un peu, donc il y en a qui le disent, on est un peu comme dans le transport aérien dans les années 70. C'est-à-dire, donc, le transport aérien, chaque pays a sa compagnie aérienne, ses flagships, voilà. Le transport aérien est devenu un vrai business. Nous, dans le spatial, on commence à devenir un business. Et donc, c'est tiré par les usages. Bon. Et donc, on parlait de la data tout à l'heure, donc, et donc, effectivement, donc, politiquement incorrect, mais si on ne veut pas se faire balkaniser donc, par nos camarades, je parle de l'ensemble hein, du transport spatial, il faut effectivement que, notamment, ça commence par là, pour que nos politiques en prennent conscience. Et c'est pas dire je veux plus d'argent public, c'est comment mieux le dépenser de façon plus efficace. Et ça draine les corporates comme nous, qui avons beaucoup de savoir-faire, mais vraiment donc qui ont un socle donc de compétences extrêmement fort. Pour revenir à l'agilité, donc ensuite accélérer effectivement donc la mise à disposition des solutions sur le marché, et donc et ensuite embrasser donc la tech et ne pas rendre, je dirais, exclusif l'investissement public du privé. C'est extrêmement important. Mathieu le disait tout à l'heure, c'est un tsunami d'investissement qu'on a dans nous. On ne se rend pas compte, enfin les politiques ne se rendent pas compte, en tout cas en Europe, mais c'est juste, vous allez à Menlo Park en Californie, ce sont des dizaines de milliards d'euros dans le domaine. Parce que c'est tiré par les usages. On ne parle pas de Elon Musk, on ne parle pas de Blue Origin, ces gars-là, donc aux US. Donc le miracle américain de ce point de vue-là existe toujours. Hein, donc, mais il faut vraiment que on puisse, on parle de constellation européenne, tirée par le commissaire Breton, c'est bien, mais la constellation, il faut pas qu'elle soit là dans 15 ans, quoi. C'est maintenant qu'on en a besoin. Donc c'est tout ça, ça illustre, hein, enfin c'est ce que je dis, c'est presque des lieux communs, mais il faut le dire. Donc ça, c'est ça qui est important, c'est cet alignement, et ensuite la déclinaison en objectif, et ensuite que ça ruisselle donc dans l'écosystème, et y compris la tech qui émerge. Voilà.
Merci. François Doré, vous avez une expérience aussi par rapport à cet aspect de coopération très intéressante, puisque c'est la relation notamment avec entre Sabena Technis, qui est une entreprise corporate, et puis les startups. Donc c'est ce que vous avez une recherche permanente d'adéquation, d'ajustement. Comment vous vous y prenez? Alors d'abord, je repositionne. Sabena Technics, on le positionne plutôt comme les ETI. Donc on fait pas partie de ces grands groupes internationaux. C'était par comparaison. Voilà, vous avez c'est raison. vrai. Alors pour moi, ce qui est important dans la mise en mouvement et la coopération entre ces acteurs, c'est qu'il faut faire. Il faut être dans le projet, il faut être dans la réalisation, dans le business. Effectivement, chez Sabena, on a, au cours de ces dernières années, travaillé avec différents acteurs de l'innovation, que ce soit des grands groupes, que ce soit des startups. Et je vais vous illustrer ma réflexion autour des startups. Donc là, on parle de choses très concrètes. On a lancé 2 projets avec des startups. Comme tout projet un peu innovant, ça se passe pas toujours suivant un long fleuve tranquille. Il faut pouvoir réagir. Il faut pouvoir maintenir le cap et garder ses engagements. Et là, on trouve deux types de réactions en fait. Face à une difficulté, on a les startups avec lesquelles nous, on peut reprojeter l'avenir, on peut trouver la solution, on peut s'engager. C'est ce que l'une d'elles a fait. Et aujourd'hui, on parle de gens qui sont en business avec nous au quotidien. On a montré un produit innovant, ils ont monté un business, et nous on est contents du service, et donc on l'emmène sur le long terme. Et puis vous avez d'autres types de réactions où, face à la difficulté, finalement, mon expérience, une start-up a changé d'orientation et un peu esquivé la difficulté. Et là, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Donc en conclusion, là, sur ces aspects-là, je pense que si on veut faire collaborer les différents acteurs de l'innovation et de l'agilité, c'est important de trouver des terrains, non pas d'expérimentation, mais de business, parce que c'est ce qui va faire l'avenir. Et puis, c'est important que chacun garde son engagement sur la durée, bien évidemment, tout en ayant de l'agilité. J'ai pas de problème là-dessus. Voilà quelques expériences, en fait, très concrètes sur le sujet. Mathieu Coste, expérience un petit peu inverse, vous opposez la lourdeur du corporate à l'extrême agilité, la finesse de réaction des startups. Alors j'ai effectivement ce mot lourdeur et souplesse. Je vais un petit peu nuancer, à savoir, quand on va parler innovation, disruption, je pense que la souplesse est de rigueur. Il faut aligner les intérêts entre les créateurs de start-up, la valeur de la start-up, les investisseurs, les clients, l'écosystème. Et si ces alignements sont si ces intérêts sont désalignés, je pense qu'il y aura échec. Où je pondère un peu lourdeur et souplesse, c'est que une start-up peut changer de faire évoluer sa tech, faire évoluer son produit au quotidien, et c'est dans l'objectif de résoudre un problème par rapport à une corporate pour qui ce sera un peu plus compliqué. Est-ce que de dire la corporate c'est lourd donc c'est pas bien? Non, je ne pense pas. Je vais prendre l'exemple d'un groupe que je connais bien, Airbus Corporate, chez qui j'ai travaillé quelques années. Pour sortir 70 avions type A320 par mois, mis en service avec une reliability, comme on dit, au-delà de 99%, je pense que ça demande un peu de rigueur, voire extrêmement de rigueur. Et cette rigueur, vue de quelqu'un qui veut disrupter quelque chose de connu, il va voir ça comme un frein, il va voir ça comme une lourdeur. Donc, le fait de dire la start-up est agile, le gros groupe est lourd et c'est pas bien, je nuancerai en disant il y a des vraies forces à être un peu lourd, process-oriented, par rapport à il y a des vraies forces à rester très agile. Ça dépend effectivement du domaine dans lequel on va appliquer tout ça. Merci. En ce qui concerne de votre côté, votre expérience, comment ça se passe, ces aspects de coopération? En termes d'innovation, très tôt, en fait, avec la création du commandement de l'espace que j'évoquais tout à l'heure et le contexte de compétition que j'évoquais également, nous avons vite identifié le besoin de créer un laboratoire d'innovation spatiale des armées, notre espèce de Space Lab militaire. Pourquoi? Parce qu'au ministère, il y a 2 types d'innovation, je dirais schématiquement.
Vous avez l'innovation programmée, celle qui s'inscrit pleinement avec la DGA dans les programmes d'armement, qui répond à un besoin opérationnel, un objectif fonctionnel bien défini. C'est une réalisation d'ampleur qui va s'étaler sur plusieurs années. C'est très structuré et ça peut manquer parfois un petit peu de réactivité. Donc, on a eu besoin de faire de l'innovation un petit peu plus ouverte, qui est plus en lien avec ce qui est porté au ministère par l'Agence de l'innovation de défense. Parce que, eh bien, avec la rupture qu'a apporté le New Space, il fallait être un petit peu plus agile et se placer un peu plus sur des choses qui font preuve de dualité. Ça nous paraissait important. Et il fallait peut-être accepter aussi une certaine forme de prise de risque. Accepter d'être un petit peu moins structuré et de se laisser un petit peu émerveiller par certaines technologies. C'est dans ce cadre-là, en fait, que le LISA essaye de capter un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème et dans l'univers spatial, surtout côté industrie. Il essaye de faire évidemment des intercomparaisons avec notre besoin militaire et on essaye aussi d'échanger, de faire du travail collaboratif de manière à ce que on puisse bénéficier de toute cette richesse. On fait des actions de rayonnement, du coup, un petit peu comme le hackathon qu'on a organisé il n'y a pas si longtemps, sur le thème de la défense spatiale, où justement on a pu bénéficier de l'esprit créatif et génial des participants, que ce soit des universités ou bien des jeunes entreprises. Donc voilà, on s'inscrit pleinement dans l'innovation de défense et à notre sens, le LISA, c'est justement l'outil complémentaire à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est vraiment un détecteur et aussi un incubateur. On a pu bénéficier d'ailleurs à ce titre du soutien des collectivités puisqu'on s'est mis au B612, le bâtiment emblématique là, de l'Aerospace Valley à Toulouse. Et on a vocation à y rester pour l'instant jusqu'à ce qu'on bénéficie d'infrastructures définitives à partir de 2025. Merci beaucoup. Donc, pour conclure cette table ronde, et nous avons un peu de temps pour répondre à cette question un petit peu de prospective, c'est comment améliorer les choses, comment améliorer le pilotage de cette gouvernance au profit de l'innovation, au profit de l'agilité, et notamment qu'attendre de la sphère publique, du secteur public, que ce soit de l'État, de la région, de l'Europe. Comment vous voyez la place de l'acteur public dans cette dimension? Et donc, qu'est-ce que vous préconisez comme solution? On parle d'État architecte, d'État stratège. Pierre-Guy? Oui, effectivement, donc ce qu'on attend de l'État, en tout cas du politique en général, c'est un État effectivement architecte. Je vais souligner que dans la défense, donc la défense fait le job, mon colonel. Donc là-dessus, ça c'est plutôt très très bien. Dans le domaine du spatial, donc qui est singulier par rapport donc à ce qu'on connaît dans la défense, c'est que le spatial c'est européen. Donc tout le monde sait que l'alignement en Europe c'est pas simple. Donc effectivement, donc un État architecte, donc que la Commission européenne là-dedans avec le commissaire Breton donc fait aussi le job, commence à faire le job, notamment pour structurer, pour aligner en tout cas donc l'intérêt de chacun. Et puis effectivement ensuite donc faire embrasser à l'État donc les logiques industrielles. Autrement dit, donc non pas partir, je dirais, en piqué sur une technologie, mais vraiment comprendre vraiment les problématiques de mobilité, par exemple en général. Et non pas dire que le véhicule électrique, c'est ça qui est bien, et circuler, donc il n'y a rien à voir. Non, non, c'est vraiment prendre de la hauteur. Donc c'est vraiment ça que... Voilà, donc ça c'est pour l'État architecte. Ensuite, concernant les logiques industrielles, effectivement, donc ça fait partie, je dirais, ensuite de la déclinaison par objectif que l'on doit se mettre en œuvre, et notamment, donc l'État doit être conscient pour développer le tissu économique, notamment. Ça passe par les PME existantes, ça passe par donc les ETI existantes, le cas échéant les grands groupes, mais surtout la tech. Parce que si on veut faire preuve d'un peu de leadership, donc effectivement, donc on parle de la Startup Nation, mais c'est pas suffisant la Startup Nation. Il faut vraiment donc que ce soit tiré, encore une fois, l'investissement public-privé. Pas plus d'investissement public, c'est pas forcément ça, c'est plus d'efficacité de l'investissement. Et si on veut développer donc le tissu économique, notamment ici, si on parle donc en Nouvelle-Aquitaine,
eh bien c'est l'opportunité d'avoir un alignement donc très fort pour faire émerger donc de ce qui sort d'ici du corps académique, du corps de recherche ici, pour rendre ça plus efficace et non pas ça reste à l'état de laboratoire. Voilà, ça c'est vraiment important donc pour que dans l'alignement et dans le rôle de l'architecte qui doit prendre la main là-dessus. Merci. Pierre-André, faut-il un partenariat public-privé? Faut-il le renforcer? Faut-il le remodeler? Faut-il l'encourager? Oui, je développe un peu. En fait, dans le domaine du spatial, donc, puisque bon, là on est sur un sommet aéronautique et spatial, je vais parler plus du spatial. S'il n'y avait pas eu d'investissement public, il n'y aurait rien nulle part dans le monde. Donc ça s'est construit sur la base d'investissements publics parce que sur l'aval, il y avait des utilisations qui étaient perçues comme nécessaires. Voilà, et on voulait une indépendance d'accès. Il me semble que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui et que font très bien d'autres, c'est engrainer le financement public et le financement privé. Donc comme on l'a dit, il y a beaucoup d'argent privé qui arrive, mais nos sociétés, habituées à un certain mode de fonctionnement, aujourd'hui, je pense, n'osent pas, sur certains sujets, tels que le domaine technologique, prendre de risques en termes techniques, prendre de risques en termes d'investissement aussi, ce que font les VC. Donc la réponse, c'est pas l'un ou l'autre, c'est évidemment l'un et l'autre, mais l'investissement public qui doit permettre d'aller capter du financement privé. Merci. François, une approche plus équilibrée vis-à-vis des différents acteurs et entre les différents acteurs est-elle possible et comment? Alors, je vais reprendre un peu ce qu'on a dit. Je pense que le pouvoir public, dans sa globalité, a différents rôles dans ces relations. J'aime beaucoup l'approche de l'État architecte. Je pense que c'est un axe important dans lequel je me retrouve. Ensuite, l'équilibre que l'on évoque là, c'est on a les deux bouts de l'échelle en fait. On a les grands projets, les très grands industriels, on a les startups. Je pense que c'est important que l'État joue un rôle de régulateur là pour s'assurer que finalement tous les acteurs du secteur aéronautique et spatial soient bien embarqués là dans tout ce qui est collaboration ou programme commun. Et puis j'ajouterais un dernier élément. Je pense qu'il est important qu'on réfléchisse à comment se simplifier la vie au quotidien. Je pense qu'on a des acteurs importants, qu'ils soient des startups ou grands groupes en passant par les ETI. Il faut faire en sorte, il faut que l'État aide, il faut que les collectivités aident à simplifier la vie de tous ces acteurs dans l'avenir. Merci beaucoup. Johan, comment vous voyez l'État capable de fédérer, puisque vous en vivez l'expérience, donc est-ce que vous pouvez là nous développer ce point? Oui, je suis dans un rôle un petit peu particulier, parce que moi je représente du coup l'État, mais on est aussi finalement le client. Très clairement, je crois que l'ambition nouvelle en matière de spatial militaire, qui a été affichée en 2019, c'est quand même un message assez clair au monde. Et à mon avis, c'est une chance pour la France et pour nos entreprises, puisque, toute proportion gardée, bien sûr, notre budget a quand même considérablement augmenté sur le spatial militaire. L'idée est bien sûr qu'on puisse bénéficier de toute la richesse de l'industrie française et que ça se traduise concrètement par des outils opérationnels qui nous serviront, qui permettront de protéger nos satellites et de manière plus générale d'avoir une bonne connaissance de la situation spatiale. Donc je pense que évidemment notre rôle c'est de fédérer, mais c'est aussi de structurer un petit peu toute cette richesse pour évidemment ne pas dépenser et dissiper l'argent public, faire en sorte que ça serve concrètement et que ça protège nos intérêts, pas seulement militaires, mais les intérêts nationaux. Merci. Donc Mathieu, vous aurez la conclusion. De votre poste d'observation, vous voyez les différentes facettes de l'État. Oui, à travers les différents pays, les différents continents. Je veux dire, je pense que l'État a clairement un rôle à jouer. Alors, il le joue avec plus ou moins de réussite à 3 niveaux. Le premier, l'État doit être un client. Un client qui va acheter un service. Je veux une payload en orbite à telle date. Et je m'arrête là
parce que je vois très souvent des États qui disent et j'aimerais que vous utilisiez tel type de propulsion, puis j'aimerais que ce soit fait dans telle région, puis j'aimerais que vous associiez telle entreprise, et in fine, ça ne marche pas. Donc je pense que l'État doit rester dans son rôle, qui est en l'occurrence un rôle de client d'un service ou d'un hardware à livrer. Deuxièmement, l'État a quand même un levier énorme, c'est qu'il est maître d'œuvre des politiques fiscales. Et en tant que responsable et en charge des politiques fiscales, on peut facilement channeler ou guider des investissements privés et publics vers des labos, vers des technologies, vers des territoires. Et ça, c'est pour moi énorme et je ne suis pas sûr que ce soit fait au bon niveau. Et le troisième, c'est l'État investisseur. Et là, je mets quelques réserves parce que l'avantage, il y a accès à une balance sheet, comme on dit, une capacité d'investissement de l'État qui est phénoménale. Mais je ne suis pas sûr que ce soit son rôle parce que les intérêts ne sont pas forcément alignés et on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous finissons la matinée de ce premier sommet aéronautique et spatial de Bordeaux avec cette table ronde. Je remercie vraiment très chaleureusement les intervenants.